Dominique, vous qui revenez tout juste de ce sommet, Emmanuel Macron souhaitait un New Deal avec l'Afrique. Est-ce que cette nouvelle donne aboutit ? Écoutez, si on écoute ce qui a été dit lors de la conférence de presse finale, l'objectif du sommet a été atteint. Le président Macron a souligné que l'objectif du sommet était double. D'abord, apporter des solutions à court terme au financement des économies africaines et lancer une dynamique pour un New Deal. Et sur ces deux volets, je le cite, nous avons réussi à avancer. Réussir à avancer, ça veut dire que nous n'avons pas concrétisé, qu'effectivement on a avancé sur un New Deal, mais il y a encore des discussions à mener, notamment avec le G7, avec le G20 par exemple. Bon, cela dit, il faut quand même souligner que ce sommet était réussi dans le sens où tous les acteurs internationaux étaient présents ce dimanche, que ce soit en présentiel ou en visioconférence pour parler du financement des économies africaines, ce mardi, pour parler du financement des économies africaines et de la dette africaine. Le président sénégalais Macky Sall était également à l'origine de cette idée de grand raout. Il avait lancé il y a un an un appel à l'annulation de la dette des pays les plus durement touchés. On va écouter le président Macky Sall et on revient vers vous. On a habitué l'Afrique à lui concevoir des projets et des programmes et à le lui imposer. Aujourd'hui, nous sommes dans une co-construction de ce qu'il faut pour nous. Mais il est important aussi de noter le changement de mentalité au niveau des pays développés, au niveau du G20, du G7. C'est-à-dire de comprendre que nous avons une responsabilité commune et que vacciner ses propres populations pour les pays industrialisés ne leur garantit absolument pas la sécurité sanitaire. Monsieur le ministre, des sommets sur l'annulation de la dette, il y en a eu des tas. Qu'est-ce qui va changer cette fois concrètement ? Merci beaucoup. Cette fois, il y a une volonté politique beaucoup plus importante. Il y a également cette fois cette capacité à fédérer beaucoup d'acteurs, que ce soit les pays africains eux-mêmes, les partenaires au développement bilatéraux ou multilatéraux, autour d'un idéal commun. Tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui, l'Afrique, qui n'a pas pu utiliser des instruments monétaires importants comme l'ont fait les pays du G20, qui ont injecté quand même plus de 20 000 milliards de dollars dans leurs économies dans le cadre de la gestion de cette crise et de la relance de leurs économies, l'Afrique qui n'a pas pu faire cela a besoin d'un soutien, surtout d'un instrument budgétaire, à travers la mobilisation de ressources importantes concessionnelles, à travers également, pour certains pays, éventuellement une annulation partielle de dette, à travers également une restructuration de dette pour certains pays, et également à travers la nécessité de vacciner les Africains, parce qu'on ne peut pas atteindre l'objectif si l'Afrique est en dehors du processus de vaccination. Alors, on va revenir sur la question des vaccinations. Mais est-ce que l'Afrique est si endettée que cela, comparé à d'autres pays européens? L'Afrique est à 60% du PIB, alors que la France est à 120%, l'Allemagne est à 60%. Pourquoi la dette africaine est un problème plus qu'un autre? En fait, l'Afrique n'est pas très endettée. Le problème avec certains pays, c'est la structure de cette dette. Quand la dette elle est grandement composée d'une dette commerciale relativement chère, mais également avec des maturités qui sont courtes, ça met les finances publiques sous pression parce qu'il y a un remboursement de la dette chaque année qui est important, un service de la dette donc qui est très important, qui donc affecte le budget de l'État, qui diminue peut-être la capacité de certains de ces États à faire face aux besoins, notamment les besoins liés à la Covid sanitaire. Et dans ces différentes discussions avec les différents chefs d'État, quels ont été les principaux points de blocage que vous avez rencontrés? Il n'y a pas vraiment eu beaucoup de points de blocage. Il y a eu surtout convergence de points de vue. Que ce soit sur l'émission des droits de tirage spéciaux, que ce soit sur la nécessité d'avoir accès au vaccin, que ce soit la nécessité de pouvoir produire le vaccin aussi localement en Afrique, que ce soit également sur la nécessité d'avoir des ressources très concessionnelles, la nécessité de restructurer la dette pour certains pays, la nécessité aussi de réformer le système financier mondial pour permettre à l'Afrique d'avoir accès à plus de liquidités, à des coûts moindres, mais surtout à des maturités très longues, mais aussi l'importante nécessité de revoir un peu les plafonds
d'endettement et les seuils de déficit qui sont imposés aux différents pays, dont les pays africains. Vous parliez des tirages spéciaux. Je rappelle que ce sont ces avoirs de réserve alloués par le FMI. Et là, l'objectif des 100 milliards n'a pas été atteint. L'objectif des 100 milliards n'a pas été atteint tout de suite, mais il y a un momentum très fort, très important, quand on a suivi les discours des différents acteurs. D'abord la France qui a cette volonté extraordinaire de faire beaucoup, de faire plus sur la nécessité de réallouer les DTS. On a écouté la ministre des Finances des États-Unis également, qui a parlé dans ce sens, qui ne peut pas s'engager, mais qui sait qu'il y a nécessité de réallouer les DTS. Certains pays ont des procédures internes qui font qu'ils ne peuvent pas s'engager comme ça sans avoir d'abord validé ces engagements au préalable. Mais du coup, Dominique, qu'est-ce qui a été décidé sur cette question des DTS? Écoutez, c'est notamment le président Emmanuel Macron qui a abordé cette question au moment de la conférence de presse finale. Pour ce qui est de la France est favorable à ce que ces droits de tirage spéciaux soient réalloués aux pays africains. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Il va donc falloir continuer le tour de table, finalement, avec tous les partenaires, tous les autres pays, pour savoir qui accepte de mettre un petit peu au pot pour qu'on puisse atteindre la somme, je crois, de 100 milliards de dollars de DTS, de droits de tirage spéciaux affectés aux économies africaines pour pouvoir leur donner des liquidités finalement pour financer leur économie. Bon, il y a aussi une autre solution dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est l'idée, la possibilité de vendre les réserves d'or du FMI. C'est aussi une possibilité qui a été évoquée par le chef d'État français et qui doit aussi être discutée. Sur la question des DTS, il faut savoir qu'il y a déjà le principe d'allouer 650 milliards de dollars à tous les pays, c'est acquis. La part de l'Afrique, toute l'Afrique, c'est 33 milliards de dollars sur ces 650. L'Afrique subsaharienne recevra 24 milliards de dollars. Mais ce n'est pas assez. C'est pourquoi le président Macron pousse pour que les pays qui recevront ces DTS et qui ont déjà même des DTS et qui ne les utilisent pas parce qu'ont déjà les réserves. Parce que les DTS vous permettent de booster vos réserves. Pour des pays comme les nôtres, on peut les échanger en d'autres monnaies et recevoir donc des liquidités très concessionnelles. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a le momentum. On n'a pas encore les 100 milliards, mais les grands pays sont relativement favorables, même s'ils ne pouvaient pas s'engager fermement aujourd'hui. Et les pays qui ne pourront pas s'engager parce que leur législation ou bien leur constitution peut-être ne le permet pas, vont peut-être eux-mêmes s'endetter pour mettre à disposition des liquidités sans passer par les DTS. Ça aussi, c'est possible. Et visiblement, tous les pays africains n'ont pas parlé d'une même voix. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu traiter la question de la dette au cas par cas, pays par pays, au lieu d'un grand sommet comme celui-ci? Non, un grand sommet comme celui-ci est extrêmement important parce qu'avant tout, c'est la volonté politique. C'est ça qu'on recherche. Et après la volonté politique, les intentions, les décisions fortes, après, c'est la mise en œuvre avec les techniciens, en suivant toutes les procédures que les pays doivent respecter. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique a parlé d'une seule voix, d'une seule et même voix, dans le cas, pour ce qui concerne les DTS, la nécessité de faire la réallocation, la nécessité d'utiliser ces DTS réalloués pour lever des ressources concessionnelles à travers, par exemple, la Banque africaine de développement, qui pourra elle-même assister les autres banques régionales de développement pour que $1 de DTS peut-être nous permette de lever sur les marchés 2 ou 3 $ et par effet de levier, essayer d'atteindre le besoin. Le besoin encore, c'est au minimum 285 milliards de dollars. Ça, c'est le minimum d'ici 2025. Alors la question des vaccins a également été abordée. On va écouter à ce propos le président français Emmanuel Macron. Notre volonté, c'est d'aider l'Afrique à massivement s'équiper par des partenariats technologiques, par des financements qui seront mobilisés, en particulier Banque mondiale, et par deux choses que nous avons actées aujourd'hui, que nous soutenons, des transferts de technologies et un travail qui a été demandé à l'OMS, l'OMC et au Medicine Patent Pool, qui est de lever toutes les contraintes en termes de propriété intellectuelle qui bloquent à la production de quelque type de vaccin que ce soit en Afrique.
Nos objectifs, évidemment, c'est la vaccination du plus grand nombre en Afrique. C'est vrai qu'il y a quelques inquiétudes, je dois vous l'avouer, en tant qu'Africain et surtout président de la République démocratique du Congo, qu'il n'y a pas assez de mobilisation de ce côté-là de la part de nos populations. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Voilà le président Emmanuel Macron, suivi du président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui a évoqué donc la vaccination du plus grand nombre. Dominique, que faut-il retenir d'autre sur cette question des vaccins ? Ce qu'il faut retenir d'autre sur les vaccins, c'est que l'initiative COVAX, qui permet à des pays africains d'accéder à des vaccins, va être renforcée et qu'on vise l'objectif de 40% d'Africains vaccinés d'ici à 2021. Ça, c'était une annonce forte. Monsieur le ministre, pourquoi la relance des économies africaines se fait-elle à Paris et pas à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine? Juste avant d'en parler, pour préciser aussi qu'au-delà des DTS, il y a un principe aussi d'augmenter significativement le IDA, donc c'est l'instrument de la Banque mondiale qui est très concessionnel, qui propose des financements extrêmement concessionnels aux pays, surtout les pays qui sont les plus pauvres, entre guillemets. Et le principe est acquis d'augmenter significativement également la taille de cet instrument. Pour moi, ce qui est essentiel, ce n'est pas vraiment le lieu où on organise l'événement. Ce qui est important, c'est la volonté politique. Et la volonté politique, on l'a vu, elle est là. C'est plus d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, des participations importantes depuis l'étranger, et d'avoir un champion ou deux champions, le président Macky Sall et le président Macron, qui sont les co-sponsors de ce sommet. Et nous espérons que d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, il y aura un autre sommet important, certainement cette fois en Afrique. Est-ce que ce sommet n'est pas un outil pour contrer finalement l'influence de la Chine, premier créancier de l'Afrique, on le rappelle? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est complémentaire. Et d'ailleurs, la Chine fait partie de ce sommet. Le premier vice-premier ministre a participé en vidéoconférence, mais les États-Unis en vidéoconférence. Également. Et c'est des pays aussi qui sont très intéressés de voir l'Afrique mobiliser des ressources supplémentaires. Et la Chine a participé activement aux travaux, d'ailleurs, du comité de pilotage, avec leur vice-ministre des Finances qui a participé à nos côtés pour arriver au résultat de ce sommet. Alors, il nous reste quelques minutes seulement. Je voulais juste rappeler que c'était un sommet qui se voulait en faveur des entreprises privées impactés par la crise sanitaire, par la pandémie. Le Sénégal qui a connu il y a quelques mois également des manifestations inédites. Comment s'assurer que les montants qui ont été tranchés lors de ce sommet vont aller directement à ces entreprises, ces PME, dans le secteur de l'informel également, à ceux qui ont le plus besoin? Absolument. Le sommet parle des financements externes, donc des États qui reçoivent les DTS et qui peuvent maintenant injecter dans leur économie en finançant la santé, en finançant les infrastructures, mais surtout en finançant aussi des instruments qui permettent de mobiliser des ressources pour les PME, pour le secteur informel. Nous avons ce genre d'instrument au Sénégal. Je sais aussi que la Banque africaine de développement travaille sur un instrument, une sorte de banque d'investissement pour l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons déjà l'instrument créé depuis 3 ans qui fonctionne très bien. Il faudra maintenant renforcer cet instrument et inviter aussi les autres pays à créer des instruments flexibles, mais qui agissent dans la stricte transparence. Parce que, comme le président Macky Sall l'a dit, rapidité et flexibilité peut aller de pair avec une grande transparence pour que les entreprises du secteur informel qui ne peuvent pas accéder aux ressources du secteur bancaire formel, ni même du secteur de la microfinance, puissent avoir accès à des financements en equity, en capital, financement en prêt concessionnel, relativement concessionnel, pour pouvoir donc se lancer. Merci, Monsieur le Ministre. Amadou Hott, ministre sénégalais de l'économie. Et merci Dominique Mbakala qui a suivi pour nous sur place ce sommet sur le financement des économies africaines.